Alors je remercie les organisateurs, François-Xavier, Ambroise et Marc, pour leur travail. Je vous remercie vous d'être nombreux ce soir. Alors je précise que j'accomplis ici une pige, puisque cette intervention n'était pas initialement prévue. J'ai donc travaillé avec les moyens du bord, sans mes livres, sans mes fichiers. Par conséquent, il y a un certain nombre de textes ou de citations qui ne sont pas toutes référencées. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à me contacter par ma page Facebook et je vous transmettrai toutes les références nécessaires si vous le souhaitez. Alors comment peut-on être hegelien ? Bien évidemment, ce titre laisse entendre qu'il faudrait l'être. C'est-à-dire que je ne me demande pas comment on peut l'être sans penser qu'on le doit. C'est-à-dire que l'époque appelle un recours à Hegel. Le sous-titre à rallonge de cette conférence était initialement « De la fin du postmodernisme au retour de la pensée dialectique ». Ça veut dire que je vous parlerai autant de Hegel ce soir que de ce à quoi, à mon sens, la pensée dialectique s'oppose, à savoir le postmodernisme, qui n'est rien d'autre que l'idéologie dominante depuis 40 ans, qui n'est rien d'autre que l'expression intellectuelle, plus ou moins raffinée d'ailleurs, du libéralisme en son âge libertaire. Alors il s'agit d'un mélange de pensée et d'idéologie qui commence d'être forgé dans les années 60, qui s'affirme dans les années 70, qui s'impose et exerce une domination presque sans partage dans le discours public et dans la sphère universitaire dans les années 90, et qui, à mon sens, c'est la signification du sous-titre que je proposais, de la fin du postmodernisme, qui, à mon sens, a amorcé son reflux à partir du début des années 2000. Alors, ce discours, cette idéologie, cette pensée, puisqu'il y a d'authentiques penseurs que je vais évoquer devant vous, qui, au fond, ont servi ce climat idéologique qu'on peut ranger sous le terme de postmodernisme. Eh bien, comme son nom l'indique, c'est l'ère du post, c'est-à-dire de la post-histoire, du post-politique, du post-national. Et je ne veux pas préjuger de votre accord à vous et à moi, mais je crois qu'il y a sans doute dans la salle une majorité importante de gens qui n'adhèrent pas à ce mouvement historique qui, au fond, défait le politique. Au profit de quoi ? Eh bien, c'est ce que je vais détailler, mais au profit, finalement, d'un individualisme vide et nihiliste. Alors, au cœur de cette pensée postmoderne, il y a un projet, un terme que vous avez sans doute entendu, notamment au moment de la Manif pour tous, la déconstruction. La déconstruction qui est au cœur également de la dite théorie du genre, dont je dirais quelques mots en passant. Théorie du genre qui a peut-être ici des partisans, je serais heureux qu'ils se fassent connaître au moment des questions. Alors la déconstruction, au départ, c'est la traduction d'un terme qu'on trouve chez Heidegger. Alors les germanistes me pardonneront, Abao, c'est-à-dire la destruction de la tradition métaphysique occidentale, de ses catégories fondamentales. Mais en réalité, Derrida et quelques autres considèrent, à juste titre pour le coup, que cette traduction est infidèle à l'esprit général de l'entreprise d'Heidegger, qui consiste plutôt à déconstruire la tradition métaphysique pour retrouver sous elle, alors deux choses chez Heidegger, la Grèce archaïque, la Grèce des présocratiques, et puis l'appel de l'être qui serait entendu par le Dasein, c'est-à-dire l'être-là allemand, c'est un peu jargonnant, ressaisi dans les années 30 dans le contexte du nazisme. Alors on peut penser ce qu'on veut de ces deux références, mais ce sont deux références positives, c'est-à-dire qu'on déconstruit au fond pour ressaisir une affirmation. Tandis que c'est ma position, que je partage avec un certain nombre d'autres, il me semble que la déconstruction à la française, qui va ensuite se développer aux États-Unis, au fond détruit sans rien construire, sans rien proposer, je dirais, dans le prolongement et dans la suite de cette opération de déconstruction. Parce que si l'on veut déconstruire les traditions ou les catégories fondamentales de la métaphysique, ça peut avoir un sens, ça peut être un projet raisonnable de vigilance critique. Mais à mon sens, ça va beaucoup plus loin. Il s'agit véritablement d'un projet de destruction qui est conforme à l'esprit d'une époque qui ne transmet plus rien, qui ne propose plus rien d'habitable et qui au fond contrarie, contredit et violente les données anthropologiques les plus essentielles et je dirais même le bon sens le plus élémentaire. Alors,
il faut admettre que dans cette affaire, la France, ou en tout cas un certain nombre d'intellectuels français, jouent un rôle majeur. Certes, la déconstruction trouvera dans les universités américaines son premier abri, son première plateforme, je dirais, d'offensive, mais il faut tout de même bien avoir conscience que ce sont des intellectuels français, les trois plus grands d'entre eux étant Derrida, Foucault et Deleuze, qui vont disposer le socle, les catégories fondamentales de cette pensée que je ne voulais pas cacher dès le début de cette introduction. Pour ma part, je combats. Alors, certains commentateurs diront qu'il y a des différences internes extrêmement importantes entre Deleuze, Foucault et Derrida, certes, mais vous savez, et c'est le premier point d'ailleurs dialectique que je vous propose, le premier principe de pensée dialectique que je vous propose, à mon sens, une pensée se définit par les ennemis qu'elle se trouve, par les cibles qu'elle vise. C'est-à-dire qu'il y a le plus petit dénominateur commun, ou, oserais-je dire, le plus petit collimateur commun. Or, ces trois pensées ont dans le collimateur exactement les mêmes adversaires. Je vais essayer de vous le montrer. Alors, oui, et puis alors, par ailleurs, on pourra sourire du fait que ces trois penseurs et d'autres qui se présentent comme des critiques du libéralisme, comme des critiques du capitalisme, ont reçu un accueil triomphal dans les universités américaines, dans le courant des liberals, c'est-à-dire vraiment l'aile gauche du Parti démocrate, qui est à la fois libertaire, mais qui laisse intacts les principes économiques du libéralisme. Donc, au fond, on est tout de même tributaire de ceux auprès de qui on est populaire. Hein. Il me semble que ça n'est pas excellent signe. Alors, tout d'abord, il faut quand même dire que ces trois-là, hein, avant de revenir, je dirais, au climat plus général du postmodernisme et de la déconstruction, ces trois-là sont d'authentiques penseurs. Ce ne sont pas des rigolos. Derrida, Foucault et Deleuze, d'une certaine manière, il y a du niveau. Hein. Il ne s'agit pas de considérer qu'ils seraient les équivalents, je ne sais pas moi, d'Éric Fassin ou Caroline Fourest. Hein. Que Caroline Fourest cite Deleuze approximativement un jour, un matin, où elle est en forme, ne fait pas d'elle une intellectuelle du calibre de Gilles Deleuze. Bon. Alors il y a d'abord donc Derrida. Derrida, dont j'ai évoqué le rôle initial. Je ne détaillerai pas, je dirais, l'ensemble de ce qui est sa pensée. Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'en 1972, il écrit des textes assez puissants, qui relèveraient plutôt de la déconstruction au premier sens du terme, c'est-à-dire un exercice de vigilance critique sur les catégories fondamentales de la tradition philosophique européenne, la cause et l'effet, le sujet et la substance. Bon. Mais à partir de 1972, au moins, ça se gâte. Et Derrida devient véritablement un kabbaliste, puisqu'il considère que, au fond, il faut aborder les textes fondamentaux de la tradition de manière purement interne, en relevant la façon dont les catégories sur lesquelles ils reposent, ou les oppositions, les distinctions sur lesquelles ils reposent, eh bien, sont en réalité travaillées de l'intérieur par leur propre confusion. Et le résultat, c'est un certain confusionnisme qu'on lit par exemple tout à fait nettement dans Éperon, style de Nietzsche, les styles de Nietzsche, notamment quand il aborde la question du féminin. Hein, la théorie du genre et la distinction, la différence homme-femme sera un peu un fil rouge là, de cette intervention. Véritablement, on n'y reconnaît plus effectivement ni ses petits, ni l'homme, ni la femme. On est véritablement ici dans une pensée qui montre que la distinction classique, soi-disant réactionnaire entre hommes et femmes, ne tient pas, mais dont on ne voit pas à quoi elle nous mène et à quelle redéfinition, sinon peut-être effectivement à ce qui plus tard, puisque c'est un texte de 73 je crois, se travaillera sous le titre de la théorie du genre, le transgénisme, etc. Alors sur le plan politique, Derrida, au fond, c'est un point important parce que si c'est une pensée qui se veut extrêmement subversive, Derrida, au fond, aura mené une carrière politique de droit de l'homiste tout à fait classique, un parcours irréprochable d'intellectuel de gauche pétitionnaire, qui, pour vous indiquer un petit peu sa topographie politique, sa topologie politique, s'est rapproché de Lionel Jospin en 1995 et s'en éloigne en 2001 parce qu'il juge sa politique d'immigration impitoyable. Je n'en dis pas plus. Quant à Foucault, alors pour passer à Foucault,
Foucault, lui, sait écrire, parce qu'un autre aspect de la pensée de Derrida, c'est que c'est extrêmement pénible à lire. Quand je dis que c'est kabbalistique, je ne plaisante pas. Véritablement, il y a une espèce d'idolâtrie du signifiant, où véritablement on considère que toutes les choses sont dans les mots et qu'on peut faire ce qu'on veut des mots. Alors ça n'est pas le cas chez Foucault, qui déploie une prose théorique parfois étincelante. Pour ceux qui ont lu les belles introductions de Surveiller et punir ou des mots et des choses, c'est tout de même pas mal. D'autre part, Foucault prétend faire œuvre d'historien, mais j'aurai l'occasion d'en dire un mot. Il me semble que ça n'est pas une conception efficace et donc dialectique de l'histoire. Mais on apprend un certain nombre de choses effectivement dans ses textes, puisqu'il se veut, il disait en plaisantant qu'il était positiviste, il se veut archéologue du savoir, donc il fait apparaître vraiment toute une époque, que ce soit dans le domaine donc, de la répression, surveiller et punir, ou de la constitution de la connaissance, les mots et les choses. Bon, mais le problème chez Foucault, c'est que la notion de pouvoir et d'institution est si répandue, elle est semblable, si vous voulez, à l'autre Thalès, le présocratique Thalès, qui composerait toute chose. Bon, ben, chez Foucault, au fond, le pouvoir est partout, ce qui fait qu'on ne peut l'isoler nulle part. Le pouvoir est dans les micro-relations, le pouvoir est là, entre nous. C'est-à-dire que cette situation qui nous met en présence, eh bien, pourrait être analysée comme une situation de pouvoir et de domination. À partir du moment où toutes les institutions sont des lieux de domination, et là Foucault colle à son époque, il avait créé un groupe avec des maoïstes, le groupe d'information sur les prisons. À partir du moment où toutes les institutions sont susceptibles d'être renvoyées à la domination, à la coercition et à l'oppression pure et simple, un peu dans l'esprit, vous voyez, de Pink Floyd, The Wall, c'est-à-dire que l'école est égale à la caserne, qui est égale à l'hôpital, qui est égale à la prison. Et bien partant de là, comment voulez-vous concevoir un rôle positif des institutions et donc de l'État ? C'est impossible. Qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste littéralement n'importe quoi, c'est-à-dire les marges. Foucault écrira des textes sur les parricides, sur les drogués, etc. C'est vraiment la transgression. La seule forme praticable de liberté, d'une certaine manière, est hors des institutions, dans les marges. Et puis pourquoi pas, et là Foucault, je dirais, connaît une fin de carrière difficile, puisqu'il soutiendra à tour le maoïsme, la révolution iranienne, pour finir par rejoindre les nouveaux philosophes, dont je dirais un mot, dans un droit de l'homisme somme toute assez plat. Quant à Deleuze, alors qui, je vous en fais la confidence, est pour moi le plus sympathique, Deleuze ne se réclame pas de la déconstruction, il faut être précis, il s'en moque totalement. C'est un libertaire intelligent, assez créatif, disons, dans les concepts. Mais de la même manière, d'une part, il est incapable de penser un rôle positif de l'institution et de l'État, puisque dans 1000 plateaux, qui sera vraiment un des ouvrages de référence du postmodernisme intellectuel, que j'essaye d'approcher ici, eh bien au fond, il n'y a pas d'alternative, ou il n'y a qu'une alternative, celle entre les arbres, qui seraient les métaphores des lieux de pouvoir et d'oppression, toujours la caserne, la prison, l'hôpital, et puis les rhizomes qui seraient des productions disséminantes, comme ça, de liberté, dont on ne voit pas bien le débouché ni la durée. Par ailleurs, justement, ces rhizomes sont des flux désirants. Alors il y aura le concept de machine désirante chez Deleuze, et sans doute contre sa volonté initiale, mais vous savez, en philosophie et intellectuellement, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on croit penser contre un ennemi et puis finalement on finit par le servir, en tout cas si on n'est pas assez vigilant. Le vocabulaire deleuzien, nomadisme, flux de désir, déterritorialisation, etc., devient le vocabulaire au fond du capitalisme en son stade actuel. C'est-à-dire un capitalisme des flux, un capitalisme qui refuse toute limitation externe, toute limitation politique. Et au fond, voilà le troisième échec des trois grands postmodernes, Deleuze, Foucault et Derrida. Alors encore une fois, le collimateur commun des trois, c'est précisément, me semble-t-il, à la fois le politique en tant que tel, sous la forme de l'État, de l'institution active d'un ordre politique, la nation. Alors ça, c'est quasiment tellement évident pour eux qu'ils n'éprouvent même pas le besoin de s'acharner contre le concept de nation, si ce n'est Derrida dans les années 90.
Et puis enfin, donc, la pensée dialectique, j'y reviendrai dans un instant. Alors, les caractères principaux, plus généralement, par-delà Deleuze, Foucault et Derrida, du postmodernisme, me semble-t-il, eh bien, on peut les relever sur 4 plans. Le plan épistémologique, le plan des valeurs, le plan éthique, le plan politique, et puis aussi le plan économique. Bon. Alors sur le plan épistémologique, c'est-à-dire la constitution la formation d'une connaissance du réel, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que si le projet initial qui consistait à être vigilant à l'égard de la notion de sujet, par exemple, comme ça avait été déjà fait avant, avec Nietzsche, voire Freud, c'est-à-dire qu'au fond, eh bien, on renvoie le sujet moderne tout à sa souveraineté, eh bien, on le revoit à ses conditions d'existence, au rôle du langage, au rôle du désir, du corps, etc. Si ça n'était que ça, ça irait, mais au fond, il ne se contente pas de renvoyer ce sujet classique à ses conditions d'existence, il le vide, je dirais, de toute substance et de toute rationalité. Alors qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste des monades ou des nomades, j'évoquais, individuels, qui en réalité ne sont rien d'autre que les agents du capitalisme intégral, sans corps ni frontières, séduits ou séducteurs par les fétiches de la marchandise. On est vraiment ici dans l'ère du vide, que Gilles Lipovetsky, dans un livre que je trouve assez mauvais par ailleurs, mais enfin le titre est bon, avait rédigé je crois en 83, l'ère du postmoderne, c'est l'ère du vide, c'est-à-dire de l'absence d'institutions, de transcendance et de capacité à s'emparer de l'existence collective, c'est-à-dire politique. En outre, quant au style, c'est un style assez largement sophistique, confusionniste, je le disais à propos de Derrida. On peut rappeler, puisqu'après tout il est de mode de réhabiliter les sophistes contre Platon, eh bien ce que disait Platon des sophistes, qu'ils vivaient en dominant les autres par le langage, en impressionnant l'auditoire par des tours kabbalistiques. Il y a aussi un grand mépris de classe là-dedans, vous n'avez qu'à entendre un certain nombre de sociologues. Je me souviens de l'un d'entre eux d'ailleurs, qui avait rétorqué à Yvan Rioufol, dont je ne sais plus quelle émission, il y a 4 ou 5 ans, qui disait « mais enfin il y a la réalité ». Eh bien ce sociologue lui répond « non, non, en politique il n'y a pas de réalité ». Et qu'est-ce qu'il veut dire derrière ? Il veut dire qu'il n'y a que des constructions de représentations, de discours, puisque en effet c'est le 3e caractère, à mon sens, épistémologique du postmodernisme, c'est un artificialisme. C'est-à-dire que ça n'est pas un historicisme. On ne comprend pas les phénomènes à partir de l'histoire sérieusement abordée, mais comme pure production contingente, comme ça, sociale, faite par les groupes, les minorités, qu'on survalorise d'ailleurs, sans aucune espèce de perspective historique. On est dans un présent aplati sur lui-même et exalté dans ses caractères. Sur le plan, justement, des valeurs, l'éthique. Alors, il y a eu 2 temps, en fait. D'abord, la valorisation des transgressions, des marges, que j'évoquais avec Foucault il y a un instant. Et puis bientôt, ces transgressions deviendront des droits de l'homme. Au fond, ce qui était la marge, revendiquée par un Jean Genet, par exemple, qui n'avait que mépris pour ces bourgeois qui, disait-il, étaient fascinés par le voyou qu'il était, eh bien, ces transgressions vont devenir la norme ou l'antinorme, qu'on va promouvoir. Et là, on retrouve encore la théorie du genre, bien évidemment. Alors, j'ai déjà eu l'occasion, dans une précédente intervention, de conseiller à mes amis, je suppose que nous sommes des amis intellectuels, sinon tout à fait politiques, de lire L'Ennemi. Alors, je ne saurais trop vous conseiller de lire le fameux Trouble dans le genre de Judith Butler, qui est je dirais la Bible de la dite théorie. Alors on vous explique qu'il n'y a pas de théorie du genre, qu'il y a des études. C'est un peu comme la méthode globale pour ceux qui s'intéressent aux questions scolaires. C'est-à-dire d'abord on vous dit que c'est génial, ensuite on vous dit que c'est pas une théorie, c'est simplement une expérimentation, et puis enfin on vous dit qu'on ne l'a jamais pratiquée, et enfin qu'elle n'a jamais existé. C'est quand même très très mauvais signe. Alors donc dans Troubles dans le genre, peut-être certains d'entre vous percevront-ils davantage des troubles chez Judith Butler elle-même, parce qu'en effet, ça délire sec. Par ailleurs, tiens, pour être un peu plus léger, je vous conseillerais également de regarder l'entretien absolument délicieux accordé par notre ami Pierre-Alexandre Bouclet sur TV Liberté,
qui raconte avec un flegme inimitable son infiltration des ZAD. Hein, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Zone autonome, de je ne sais plus quoi. Bon. Oui, zone à défendre. De Notre-Dame-des-Landes et de Sivins. Et il raconte à un moment qu'il y a une jeune fille qui passe sa journée, mais littéralement sa journée, à intervertir les articles. C'est-à-dire que délibérément, elle va dire la verre, le couteau, la garçon, le fille. Voilà, toute la journée, et elle estime faire œuvre révolutionnaire. Hein. J'irais classer le postmodernisme en phase terminale. Dernier poste frontière, après il n'y a plus rien. En économie, le paradoxe et l'impasse du postmodernisme, c'est qu'il prétend critiquer le capitalisme patriarcal avec les catégories du capitalisme de consommation. Je ne suis pas le premier à le dire, ça, désormais je dirais que c'est une évidence pour tous ceux qui sont un peu sérieux. Au fond, ni le confucianisme de Derrida, ni les flux de désir chez Deleuze, là, les rhizomes qui s'échappent, ni la critique générale du pouvoir chez Foucault ne permettent en réalité une critique sérieuse du capitalisme, sauf à croire, du capitalisme en phase terminale, en phase actuelle, pardon, sauf à croire à la stratégie du cheval de Troie, à laquelle, pour ma part, je n'ai jamais cru, et dont la forme plus raffinée, et là on retrouve la déconstruction heideggerienne, se trouve dans l'emploi ou le recours à la formule de Hölderlin, là où croit le désert, là croit aussi ce qui sauve. Jamais cru ça, moi. Je suis un esprit simple, vous voyez, je pense qu'il faut s'opposer frontalement à ce que l'on veut combattre. Dès lors qu'on est dans des logiques d'entrisme, de cheval de Troie, eh bien on fait du trotskisme et on sait très bien à quoi ça mène. Alors quant à la politique, au fond, c'est ce que j'ai déjà suggéré, ce postmodernisme critique la notion de substance au plan philosophique et son correspondant, la nation et l'institution au plan politique. Même si on conçoit modestement la substance au sens stoïcien de ce qui dure, ce qui a une durée. Une nation, ça a une durée. Hein. Que la nation française eût pu ne pas exister, qu'elle soit peut-être susceptible de ne pas exister toujours, ne signifie pas qu'elle n'existe pas, d'une part, et qu'elle n'existe pas substantiellement au cours d'une histoire suffisamment longue pour qu'on la respecte. Alors oui, on est vraiment là dans ce que Jean-Pierre Le Goff appelle l'héritage impossible de mai 68. Il n'y a pas de monde habitable, ni compréhensible avec les catégories du postmodernisme. On est vraiment dans ce que Jacques Duclos, dès l'été, et oui, Jacques Duclos, donc le stalinien des Hautes-Pyrénées, critiquait dès l'été 68, dans un opuscule que j'affectionne beaucoup, Anarchiste d'hier et d'aujourd'hui, comment le gauchisme fait le jeu de la réaction. Et il évoque ici la notion d'amorphisme révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il considère que les gauchistes de 68, au fond, sont dans l'amorphisme. Ils renversent, mais ils ne laissent derrière eux aucune espèce de forme, aucune espèce d'institution, de proposition, de voie empruntable. Alors, ça renvoie, vous savez, à cette fameuse formule bakouninienne qui m'avait charmé quand j'avais 18 ans, « Détruire, c'est créer ». Je ne crois pas. Voilà. Et je n'éprouve pas le besoin de détailler davantage pourquoi. Quant à nos postmodernes, il faut bien aussi comprendre une chose, c'est qu'ils sont assez incohérents, puisque au fond, ils pratiquent, pour rester dans le vocabulaire stalinien, ils pratiquent le postmodernisme dans un seul pays, ou dans une seule culture. C'est-à-dire que, je n'ai pas le sentiment que leur théorie s'applique à la Corée du Nord, à l'Arabie Saoudite ou au Nigeria. On les y enverrait peut-être faire des stages volontiers, mais en tout état de cause, c'est une pensée à usage interne qui ne désagrège qu'un ensemble culturel, le nôtre, qu'un ensemble d'institutions, les nôtres. Alors, j'ai commencé par dire qu'il me semblait que cette pensée était en train de s'essouffler. Alors oui, il me semble qu'elle s'essouffle depuis le début des années 2000. Elle se prend les pieds dans son propre tapis, au fond. D'abord parce qu'elle est très arrogante et qu'elle n'est pas historique. Il ne faut pas se tromper sur ce qu'on entend par la souveraineté de la pensée. Je crois qu'une grande pensée est souveraine, oui. Mais la souveraineté, ça n'est pas l'insularité. On est souverain à partir du moment où on répond
d'un corps, alors au plan politique, eh bien, d'un corps social, d'un corps civique, d'un peuple, et puis au plan intellectuel où on répond eh bien, de la réalité. Il me semble que le confort dans lequel se sont installés, le confort du signifiant, c'est ce goût pour les jeux de mots, kabbalistiques, etc., traduit un manque d'humilité qui est perceptible également dans une ivresse ultra-progressiste, un goût prononcé pour les actes de décès. Hein, on aime bien dans cette sphère-là prononcer l'acte de décès de la nation, de l'État. Oui, ça c'est fini, c'est fini, c'est fini. Avant d'être certain que ce soit fini et que des constructions parfois multiséculaires soient mortes, il faudrait sans doute plus de prudence. Bon, ensuite, les contradictions dans lesquelles tombe cette pensée eh bien, sont parfois comiques ou tragiques. En effet, à la fois on célèbre l'individu sans attache, le cosmopolitisme, la fin des frontières, le hors-sol, et puis en même temps on exalte la diversité des cultures, hein, des différences. Parce que je n'ai entendu aucun de ceux que j'ai évoqués s'inquiéter véritablement du communautarisme ou critiquer le multiculturalisme. Le multiculturalisme est au cœur de la pensée postmoderne. Donc on finit par prononcer des édits de tolérance honteux contre la mixité dans les piscines, et puis on finit par se retrouver avec des représentants de la diversité, généralement arabo-musulmans, qui viennent dérouiller et dépouiller à la Gay Pride. Alors si ça n'était tragique, ou pathétique en tout cas, je trouverais ça comique, mais ça serait faire preuve d'une joie mauvaise que je ne veux absolument pas exprimer devant vous. Hein. Dans le silence gêné de la mairie de Paris, hein, vous avez remarqué, vous avez entendu la gêne, hein, ça arrive chaque année, hein, et puis bien évidemment, là, la pensée dominante n'a strictement rien à dire, puisque ce sont ces deux vaches sacrées, la diversité d'un côté et la minorité de l'autre, eh bien, qui rentrent en collision. C'est pas vous, pas moi qui faisons du mal, là, hein. C'est vraiment la postmodernité qui se prend les pieds dans le tapis. Enfin, il y a à mon sens, qui contribue à l'essoufflement, à l'épuisement de ce postmodernisme, un certain nombre de réalités positives. Des persistances anthropologiques, qu'on a vues à l'œuvre au moment des manifs pour tous, un certain sentiment populaire, un bon sens qu'il faut charpenter, mais qu'il n'y a pas lieu de mépriser parce qu'il est le socle véritablement de toute résistance éthique à cette ère du vide, cette ère du post-histoire, post-nation, post-tout. C'est le temps long aussi, je crois, qui se révolte contre ce postmodernisme qui est l'idolâtrie de son propre présent et l'idolâtrie de soi. On se souvient peut-être du mot de Renan, ça descend à ses collègues en Sorbonne, qui introduisait sa célèbre conférence sur la nation par ces mots « L'homme, messieurs, ne s'improvise pas ». Et il poursuivait « La nation comme l'individu est l'aboutissant d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouement ». Ça signifie ici que je crois, et je pense qu'au Cercle Aristote, c'est aussi ce qu'on essaye de promouvoir, eh bien nous sommes le parti du temps long, le parti de la durée, le parti d'un certain nombre d'invariants anthropologiques. Enfin, sur le plan intellectuel, il me semble qu'il y a eu un certain nombre, à partir de la fin des années 90, de travaux. Je pense à Michéa, je pense à Debré, je pense à un certain nombre d'autres, même à Zemmour, dans son ordre de chroniqueurs, journalistes de grand talent, qui ont commencé de rassembler un corpus consistant contre ce postmodernisme, contre cette anti-pensée qui pourvoit, comme je le disais, la haine de la politique, de l'histoire et de la dialectique. Alors, c'est ici que Hegel me paraît nécessaire. Mais avant cela, je voudrais tout de même pointer ce qui me semble dans le refus, ou dans certains refus du postmodernisme, certaines pensées, je dirais, de résistance contre ce postmodernisme, être des impasses. Tout refus du postmodernisme ne me paraît pas productif. Alors d'abord, les fameux nouveaux philosophes que j'ai évoqués tout à l'heure, parce qu'au départ, ils paraissent s'opposer à l'anti-humanisme de Foucault, Derrida, Fauvoir, Deleuze, c'est sûr. Mais il s'agit en réalité d'une sorte d'affirmation de la morale, de la moraline contre la pensée. C'est la naissance, si vous voulez, ou la propulsion du droit de l'homisme, qui provoquera des désastres dans la pensée géopolitique, puisque eh bien, elle entraînera un certain nombre de guerres humanitaires, en tout cas des alibis de guerre, ou des alibis humanitaires de guerre,
Et il me semble qu'au fond, ça n'est pas une véritable opposition. Là encore, le collimateur commun. C'est-à-dire que les nouveaux philosophes ont les mêmes ennemis que les postmodernes, en réalité. La nation, l'État, le temps long, et puis la France, au fond, hein, pour ceux qui officient en France. Beaucoup d'ailleurs des constructeurs vont finir, j'évoquais cela tout à l'heure, vont finir finalement du côté des droits de l'hommisme. Dans un article paru peu avant sa mort, Face au gouvernement, les droits de l'homme, Foucault écrira, article 1, il existe une citoyenneté, puis oui, puisque c'était une pétition, hein, il existe une citoyenneté internationale qui a ses droits, qui a ses devoirs et qui engage à s'élever contre tout abus de pouvoir, quel qu'en soit l'auteur, quelles qu'en soient les victimes. Après tout, nous sommes tous dégouvernés et à ce titre solidaires. Et bien ça, c'est du BHL. Et ça permet tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, et d'aller détruire des États et des sociétés entières, comme ça s'est produit tout au long des années 2000. Donc, qui aujourd'hui peut croire à la validité, à la positivité d'une telle conception des droits de l'homme, sinon ceux qui la pourvoient, ceux qui la diffusent, hein, je crois plus grand monde. Je ne crois pas non plus qu'on puisse trouver beaucoup de ressources dans un certain marxisme maintenu. Je pense à celui de Badiou, à celui de Negri, la théorie des multitudes. En effet, alors là, j'ai pas retrouvé la référence dans son manifeste pour la philosophie, je crois, un texte de la fin des années 80. Badiou, qui est un marxiste-léniniste dur, hein, bon, de la rue d'Ulm, hein, il n'a pas pris la Kalachnikov, mais un marxiste-léniniste dur. Célébrera dans le capitalisme, il dit la vérité du capitalisme, on doit au capitalisme la révélation de cette vérité qu'il n'y a, alors avec un ton un peu paulinien, hein, il n'y a ni français, ni homme, ni femme, ni pays, ni frontières, etc. Et dans un récent entretien avec Michel Onfray, il lui dit que voyageant beaucoup, eh bien, il rencontre partout de l'homogène, c'est-à-dire qu'il s'oppose à l'idée. Alors, le choc des civilisations, ça on peut discuter, je laisse ça de côté. Mais à l'idée d'une hétérogénéité des cultures et des civilisations, parce que partout où il va, il trouve la même chose. Bon, eh c'est peut-être lui qui a un problème de vision. Là aussi, je me permettrai de ne pas m'attarder. Enfin, le traditionnalisme ou le traditionnisme, et voilà, Guénon, voire certains auteurs de la nouvelle droite, ne me paraissent pas non plus, même s'il y a des choses intéressantes, ne me paraissent pas non plus une ressource suffisante. Parce qu'en effet, il s'agit finalement, alors oui, pour Evola, à la limite tout fout le camp depuis le néolithique, il me semble quand même que c'est un peu imaginaire, tout cela, très mystique. Il y a une positivité du fait moderne. Une positivité, alors non seulement parce que c'est un fait massif, avec l'émergence de la société civile, avec le corpus des libertés modernes. Moi, je suis un amateur d'art moderne, pas contemporain, mais je pense qu'il y a eu aussi une libération formelle qui n'est pas à rejeter en bloc. Et il me semble que le recours à un concept figé, alors pour le coup là hyper substantiel, mais seulement substantiel de la tradition, n'est pas une ressource vraiment efficace. Je ne voudrais pas qu'on jette, si vous voulez, la liberté gréco-romaine trempée dans le christianisme dans l'eau du bain du néolibéralisme. C'est-à-dire qu'il me semble tout de même que dès les origines, dès la cité grecque, et il y a un très bon livre des années 70 de Victor Ehrenberg, L'État grec, qui montre comment la cité se forme en se détachant petit à petit, eh bien justement, des structures plus claniques, tribales. Il me semble que ça, c'est une des sources de notre génie, européen et français. Et je crois donc que la modernité reprend, trahit, mais reprend tout de même. Et je crois que recourir à cela uniquement à la tripartition de Dumézil et à la nostalgie pour les sociétés communautaires purement intégrées ne me paraît pas une ressource souhaitable, ni même très efficace. Du côté de Guénon, on était même fasciné par la Houma musulmane. Ça n'est pas mon cas. Ça n'est pas mon cas. Alors quant à Hegel, pour y venir enfin, je suis à peu près dans les temps, je ne voudrais pas trop dépasser, qu'on ait le temps de discuter un peu. Eh bien, il me semble que, justement, c'est un penseur moderne, non pas postmoderne, mais qui, précisément, articule une conception de la modernité qui l'arrime avec le legs gréco-romain, avec vraiment le principe de la liberté civique effective gréco-romaine. Et puis d'autre part, c'est le grand maître de la dialectique qui me semble indispensable aujourd'hui. Alors d'abord, pour reprendre les 4 domaines que j'évoquais tout à l'heure,
Au plan épistémologique, c'est-à-dire sur le plan de la formation de la connaissance, il me semble que la dialectique est indispensable, hein, c'est-à-dire qu'il faut penser par les contraires, il faut penser l'engendrement historique, et non pas croire que des valeurs à demi éternelles comme celle des droits de l'homme, qu'on remplit avec tout et n'importe quoi, puissent faire office de pensée. En outre, Hegel permet d'échapper à un certain réductionnisme matérialiste ou un matérialisme réducteur, un certain marxisme, puisqu'il y a chez Hegel une prise en compte de l'effectivité des idées, véritablement, hein, des idées en situation. En outre, la dialectique invite à être mobile, c'est-à-dire qu'il faut comprendre bien les évolutions chez l'ennemi, y compris la discorde chez l'ennemi. Il y a des courants du libéralisme qui s'opposent les uns aux autres, eh bien, il faut savoir le voir et puis en jouer. Et enfin, eh bien, il faut pour soi-même être capable de comprendre que les principes auxquels on tient et sur lesquels il faut rester ferme, eh bien, peuvent connaître des destins dialectiques assez étranges. Par exemple, la notion de république aujourd'hui signifie, je ne sais pas moi, le civisme à la cantine et le mariage pour tous, donc c'est-à-dire littéralement n'importe quoi, mais il y a eu un moment dans les années 90, par le biais de Chevènement, que j'ai un peu connu, un moment où ce terme était redevenu clivant, c'est-à-dire que la gauche républicaine, c'était la gauche qui s'opposait à la gauche morale, SOS racisme, etc., etc. Et puis le terme a été récupéré. Voici peu, la notion de patriotisme, patriote, a pris une vigueur nouvelle sous l'impulsion du Front National, que j'ai un peu connu aussi, mais rien ne laisse imaginer qu'il soit impossible que ce terme soit également repris. D'ailleurs, souvenez-vous de Hollande qui parlait du fait de faire nation, hein. La notion de nation est désormais reprise par des européismes, des mondialistes, des multiculturalistes. Ça veut dire qu'en substance, ils sont là pour la trahir. Bon, donc il faut être mobile, hein, avec une boussole, l'héritage gréco-chrétien, à mon sens, et puis, plus précisément, eh bien, la défense de la nation française dans son identité et sa souveraineté. Sur le plan éthique, justement, alors là, il y a un rôle central des mœurs chez Hegel. La modernité, la pire modernité, sépare les lois et les mœurs. C'est le cas notamment chez un certain Jean-Marc Ferry. Alors là, pour lire l'ennemi, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Pour une éducation post-nationale, Jean-Marc Ferry, hein, pas Luc Ferry, l'ancien ministre de l'éducation dite nationale. On est vraiment là dans l'idée qu'il faut totalement disjoindre le contrat social, l'obéissance aux lois, des mœurs. Hein. Mais cela, ça se fracasse, bien évidemment, contre les réalités de l'immigration et du communautarisme qui en est la conséquence. Au fond, il faut retrouver un lien positif entre les lois et les mœurs. Et c'est le cas dans cette formule de Lévi-Strauss, qui est un peu plus simple que celle de Hegel, parce que je vous lirai un passage de Hegel dans un instant. Hegel est un penseur difficile, hein, à lire, réellement difficile. En outre, dont la pensée comporte un certain nombre de choses qui sont bien évidemment datées. J'en dirai un mot en ce qui concerne l'économie. Donc, bon, il faut peut-être, et c'est là que, s'il y en a qui le souhaitent, je leur donnerai des conseils bibliographiques pour rentrer dans Hegel, j'irai doucement. Bien, alors oui, pardonnez-moi, c'est un passage donc de Lévi-Strauss qui pose ce lien dialectique entre les lois et les mœurs. Si la loi peut garantir l'exercice des libertés, celle-ci n'existe que par un contenu concret qui ne provient pas de la loi mais des mœurs. Et tout l'hégélianisme politique est là-dedans. Hein, c'est-à-dire que l'éthique de l'État, chez Hegel, c'est vraiment cela. C'est cette idée que l'extériorité des lois est nécessaire, mais qu'elle doit être dépassée dans une citoyenneté qui, là pour le coup, a un véritable contenu, un véritable patriotisme civique quotidien. Alors, c'est ici qu'au fond, on retrouve le sentiment national, hein, ce texte, ce tissu des mœurs qui est déchiré par le postmodernisme, qu'on trouve formulé dans de belles formules de Jaurès dans l'Armée nouvelle, que je voudrais vous lire brièvement. L'âme individuelle soupçonne à peine tout ce qu'il entre en elle de vie sociale, par les oreilles et par les yeux, par les habitudes collectives, par la communauté du langage, du travail et des fêtes,
par les tours de pensée et de passion communs à tous les individus d'un même groupe, que les influences multiples de la nature et de l'histoire, du climat, de la religion, de la guerre, de l'art ont largement façonné. Même pour se railler, même pour s'outrager, deux individus de classe hostile en un même pays sont obligés de faire appel à des ressources communes. Eh bien, il me semble que c'est là un point essentiel chez Hegel, parce que Michéa le montre bien dans la double pensée. Retour sur la question libérale. L'État purement moderne ou postmoderne ne devrait pas être seulement laïque, dit-il, il doit être officiellement amoral et sans idéologie. Et c'est en ce sens que l'humanisme de la Renaissance, soigneusement distingué de la modernité au sens strict, a toujours été tenu dans la plus grande méfiance par les libéraux. Les libéraux de Hobbes à Montesquieu tiennent en grande défiance l'héritage gréco-romain. Or, chez l'héritage gréco-romain, c'est précisément cette unité des mœurs et des lois. Et précisément, c'est ce que Hegel veut ressaisir dans les conditions de la modernité, ce qui est une tâche titanesque à laquelle il s'attelle. Sur le plan économique, bon, alors il y a des choses qui sont datées. Hegel considère que ce qu'il appelle le système des besoins, dans un texte extrêmement difficile, système de la vie éthique, et puis dans les principes de la philosophie du droit, est travaillé de l'intérieur par une logique de pénurie, et qu'on va en sortir par l'impérialisme colonial. Alors ça, on peut sans doute le laisser de côté, mais ce qui est intéressant chez Hegel, c'est qu'il y a une véritable prise en compte de la société civile, c'est-à-dire du monde bourgeois ou des libertés libérales, mais qui doit être surmontée par l'État. Alors je vous lis un passage des principes de la philosophie du droit, ça vous donnera aussi une idée un petit peu de la langue hegelienne, qui n'est pas, si vous voulez, Hegel est un Allemand, c'est-à-dire qu'il se situe dans la tradition des philosophes allemands qui ne se préoccupent pas de la qualité littéraire de leurs textes. Ça, c'est une tradition française. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent tout aisément, disait Bossuet. Boileau, pardon. Ça, c'est vraiment une tradition française. Pour les Allemands, il y a vraiment une séparation plus nette, et c'est pour ça que même pour... j'ai eu des camarades allemands quand je faisais mes études, ou germanistes, Kant et Hegel, c'est très indigeste en allemand. Bon, c'est comme ça. Il y a la grande exception, bien évidemment, c'est Nietzsche. Immense écrivain, en même temps qu'immense philosophe. La société civile, donc acquis de la modernité, là pour le coup acquis, en tout cas réalité de la modernité, est d'abord l'état extérieur ou l'état d'entendement, parce que l'universalité n'est ici pas le but en et pour soi en tant que tel, mais au contraire un moyen pour l'existence et la conservation des individus singuliers, autrement dit état de détresse. Ici, les membres de l'État sont bourgeois, pas citoyens. Alors c'est l'opposition qui n'est pas de Hegel, qui est déjà chez Rousseau, entre le bourgeois et le citoyen. Le bourgeois qui va qu'à ses affaires privées et le citoyen qui est préoccupé du bien commun. Alors chez Hegel, le citoyen surmonte toujours le bourgeois et l'État surplombe et même organise la société civile. Alors là, ça me semble vraiment quelque chose d'applicable aujourd'hui, parce que si on veut lutter contre le capitalisme darwinien mondialisé, eh bien, il faut une reprise en main nationale étatique des leviers de l'économie, à mon avis, ciblés sur des secteurs stratégiques, exerçant un protectionnisme modulé selon les intérêts nationaux. Bref, quelque chose entre un gaullisme, appellation d'origine contrôlée, qui nous est cher à Pierre-Yves Rougeron et à moi-même, Poutine et Chavez. J'ai commis un ouvrage sur Poutine dont j'ai vu qu'il y a aujourd'hui quelques exemplaires ici. Je ne pousse pas à la vente, enfin vous pouvez regarder. J'ai essayé de montrer dans un chapitre qui s'intitule précisément Poutine hegelien. Je ne sais pas si Poutine a lu Hegel. Le personnage est très secret et son entourage très discret. On n'a pas eu accès à sa librairie. En revanche, c'est un bon juriste. Je pense que c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il ne détruit pas le principe de la société civile né dans le fracas, le chaos des années 90, mais il l'organise à travers ce que certains ont appelé une corpocratie ou un corporatisme d'État qui pose des liens organiques entre le gouvernement et les grands groupes. Les grands groupes, c'est-à-dire ceux qui ont en charge ou qui détiennent le parc énergétique russe et ses principales industries. Ça veut dire qu'on est dans l'idée d'un État qui surmonte les conflits de classe, alors c'est possible jusqu'à un certain point sans doute, qui est un arbitre. On n'est pas dans l'idée d'un État qui absorbe l'ensemble de l'économie, comme on en a pu faire l'expérience au cours du XXe siècle dans le socialisme dit réel.
ni non plus tout à fait dans la participation gaulliste, qui est un concept qui est à retravailler sans doute. Bien. Alors pour finir, sur le plan politique au sens strict, Hegel est un penseur, je l'ai déjà suggéré, du politeien, c'est-à-dire du vivre ensemble sur un mode politique. Alors le vivre ensemble, bien évidemment, vous comme moi, je pense que dès qu'on entend ce terme, on a envie de sortir son revolver, dans la mesure où on l'emploie systématiquement pour masquer le contraire du vivre ensemble, c'est-à-dire je ne sais pas moi, l'agresser ensemble, le haïr ensemble, et puis pourquoi pas le décapiter ensemble, tout cela, bien évidemment, est farce. Farce sordide. La politeia chez les Grecs, du moins avant sa définition aristotélicienne. La définition d'Aristote est un peu tardive. C'est l'idée d'un ordre établi dans les cités entre les différents pouvoirs, c'est-à-dire la notion de constitution. C'est également un mode d'être, un ethos. Et c'est très exactement ce que Hegel veut ressaisir, disais-je, dans les conditions de la modernité. Et au fond, encore une fois, la dislocation des sociétés européennes, sous les coups de boutoir d'une immigration de masse et du multiculturalisme, redonne une singulière vigueur à ce thème. Cet ethos qui était évident, ou à peu près évident, il y a encore 30 ou 40 ans, et qui ne l'est plus. Car en effet, disait Renan encore, les intérêts ne suffisent pas à faire une nation. La communauté des intérêts, fait les traités de commerce. Il y a dans la nationalité un côté de sentiment. Elle est âme et corps tout à la fois. Un Zollverein n'est pas une patrie. Alors pour être précis, Hegel tient dans une certaine suspicion le concept de nation, mais alors pour des raisons qui sont très historiques. C'est-à-dire qu'il se méfie du nationalisme romantique de ses contemporains. Chez Fichte notamment, il considère que tout ça n'est pas très sérieux, c'est trop spontané, et qu'il faut faire passer le sentiment national par le tamis de l'institution, par le sérieux de l'État, l'effectivité de l'État. Mais enfin, alors moi, là c'est une discussion qu'on pourrait avoir entre lecteurs de Hegel. Il me semble que l'éthique de l'État n'est pas très loin du patriotisme. Au fond, la vie éthique, dans la dernière partie des principes de la philosophie du droit, moi, ça me paraît tout à fait s'adapter au cadre national. D'autant que Hegel est un grand critique du Saint-Empire romain germanique mourant à son époque, auquel Napoléon Bonaparte donnera le coup de grâce en 1806. Qui considère finalement comme ineffectif, lent dans la prise de décision, cachant des rapports de force, engendrant une classe parasite, une classe de fonctionnaires parasites. Moi, ça me semble très proche de l'Union européenne, qui serait une sorte de Saint-Empire romain germanique, le romantisme en moins. Parce que c'est terne quand même, il n'y a qu'à se trouver à Strasbourg ou à Bruxelles, dans les institutions européennes, pour s'en convaincre. Bien, donc il me semble qu'il s'agit de proposer une liberté effective, une liberté trempée dans l'histoire, une conception de l'État qui ne considère pas naïvement qu'il y a une harmonie des libertés individuelles. Non, les libertés sont conflictuelles. Les Européens, en tout cas certains intellectuels européens, sont devenus des disciples de John Rawls, ce penseur américain dont toute la pensée qui peut avoir des aspects intéressants, mais s'installe dans le cadre de la société libérale démocratique. Si on n'y est pas, et on n'y sera pas forcément toujours, et on n'y est pas toujours aujourd'hui, même en France, eh bien ça ne marche pas. Donc il faut véritablement rétablir ici une pensée de l'institution dans sa relation dialectique avec des mœurs nationales, sinon, à mon sens, on ne saisira pas les enjeux du temps. Je passe sur la politique étrangère parce que ça nous emmènerait un peu trop loin, enfin, je risquerais d'être trop long, et je terminerai sur l'idée qu'il faut donc faire retour à la personnalité. Il faut faire retour aux nations et que l'hégélianisme permet de le faire à travers une pensée authentiquement dialectique. Car, disait Georges Burdeau, un auteur méconnu, dans un ouvrage pourtant classique, siège d'un pouvoir désincarné, mais en même temps pourvoyeur de la puissance des hommes, l'État est un Janus dont un visage, celui qui est serein, reflète le règne du droit. Ça n'est que ce visage que l'on valorise aujourd'hui, ou que l'on présente aujourd'hui, et dont l'autre, tourmenté, sinon grimaçant, est marqué par toutes les passions qui animent la vie politique. Donc il me semble, si vous voulez, qu'il faut réinvestir les institutions et l'État par la personnalité nationale,
D'ailleurs, c'est un problème que rencontrait Kant lui-même, Kant qui sera le point d'appui critique, enfin Hegel s'emploiera à dialoguer et parfois à démolir Kant durant toute sa trajectoire. Kant, réfléchissant aux conditions d'une paix perpétuelle assurée par le droit, mais refusant tout de même un État mondial, est condamné à imaginer qu'une nation leader, si vous voulez, un pays plus éclairé que les autres, eh bien, jouerait le rôle de champion de la paix. Bon, eh bien ça nous amène effectivement à la conception que les États-Unis se font de leur propre rôle historique. Et quand il s'agit dans l'idée d'une histoire universelle, dans Qu'est-ce que les Lumières, vous voyez, je n'avais pas mes références ici, quand il s'agit d'établir justement la liberté à l'intérieur d'une même nation, eh bien, il se retrouve face au même problème, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire en sorte que les citoyens soient éclairés. A priori, on ne doit pas attendre, on ne doit pas les traiter en mineurs, et pourtant, on est obligé de recourir à un homme fort, ce qu'on appelait au XVIIIe siècle le despote éclairé, un homme fort, un chef législateur que j'ai essayé de relever chez Poutine, qui me semble avoir assumé ce rôle-là, de l'homme fort républicain, qui est à la fois celui qui rétablit l'ordre et qui en fonde un nouveau, ou plutôt qui met fin au chaos et qui fonde ici un ordre institutionnel praticable. Kant est obligé de dire, contre les propres principes de sa pensée, mais il est tellement honnête que, et je le dis sans ironie, c'est un penseur d'une probité absolue, eh bien qu'il se contredit lui-même consciemment. Or, seul celui qui, parce qu'il est éclairé, n'a pas peur de l'ombre, mais qui dispose en même temps d'une armée nombreuse et bien disciplinée, pouvoir militaire, pour garantir la tranquillité publique, peut dire ce qu'un État libre ne peut oser dire: raisonnez tant que vous voulez et sur tout ce que vous voulez, mais obéissez, c'est-à-dire soyez libres, mais ne compromettez pas l'ordre public. Alors, quand on évoque l'homme fort républicain, on encourt la critique qui porterait sur une conception naïve et pourquoi pas un peu millénariste de l'homme providentiel. Il y a un certain nombre de franco-critiques, pour ne pas dire de francophobes, qui disent: oui, vous les Français, de toute façon vous attendez le sauveur, l'homme providentiel. C'est pas ça qu'il s'agit. Moi je me sens pas spécialement millénariste. Je sais que je ne le suis pas et profondément pas, mais on sait bien que l'homme fort en question n'arrive jamais seul. Poutine était entouré d'élites, dont je décris la composition dans cet ouvrage. C'est jamais comme ça que ça se passe. Mais sans une sorte de... Alors je ne vais pas dire un coup de force, mais disons un réinvestissement de l'État par des élites profondément animées par le sens de ce même État et par le sentiment national, je ne vois pas comment on sortira de ce piège postmoderne, européiste, multiculturaliste dans lequel les élites actuelles nous ont plongés. Alors moi je suis de ceux qui espèrent pour la France, contre le formalisme juridique destructeur de l'Union européenne, contre la violence du communautarisme né de l'immigration de masse et du multiculturalisme, eh bien que l'État soit repris par des hommes, repris dans les formes légales, il s'agit d'une révolution légale selon la formule de Pierre Mendès France, par des hommes décidés à redonner sa souveraineté à l'État et son unité à la nation. Et je conclurai pour formuler cette espérance par quelqu'un qui l'a écrite bien mieux que je ne saurais le faire, à savoir Bernanos dans La liberté, pourquoi faire, qui dit ceci: il nous faut ce courage pour agir, il nous le faut aussi pour penser. Oh, sans doute une nation qui rassemble ainsi ses forces ne répond pas à l'idée que les imbéciles se font d'un pays uni. Les imbéciles se représentent un pays uni sous les espèces d'un rassemblement de braves badauds en manches de chemise qui cassent la croûte ensemble et boivent au même goulot. Un grand peuple qui se rassemble pour faire face ne saurait le faire sans inquiéter ni choquer personne. Un grand peuple se rassemble sur ses élites, ce qui ne veut pas dire sur telle ou telle classe de citoyens, mais sur ceux qui sont disposés à prendre ce risque. Le risque de penser comme celui d'agir, car une pensée qui n'agit pas n'est pas grand-chose, et une action qui ne pense pas, ce n'est rien. Voilà, je vous remercie.